Merci de ces propos d'introduction. Merci aussi à l'adresse des organisateurs d'avoir l'occasion de vous parler ici. Félicitations aussi à l'occasion de ce 60e anniversaire des cliniques Buchinger. Vous avez réalisé un exploit. Voilà, il y a 15 ans, je vous ai rencontré pour la première fois et il y a quand même une différence. À l'époque, j'avais constaté qu'il y avait par la suite le 50e anniversaire, j'avais parlé des protéines et aujourd'hui, je constate que notre vie n'est pas régulée par le débit, le rythme, mais par la vitesse plutôt. Et puisque c'est lié à la vie de tous les jours, j'avais décidé d'en faire mon thème de l'intervention. On a parlé de la médecine body-mind, maladie intégrative. Donc, je ferai abstraction plutôt de l'âme pour me concentrer sur le métabolisme et la composition du corps plutôt. Outre l'équilibre au niveau de l'âme, il faut quand même aussi voir la composition du corps et il faut aussi regarder la balance énergétique. Tout d'abord, il y a la balance énergétique en déséquilibre et deuxièmement, nous savons qu'il y a aussi une composition corporelle qui est en déséquilibre. Ce n'est pas forcément sur le plan du poids, mais soit on a trop de tissu adipeux, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de tissu adipeux du tout et qui ont un trouble métabolique. Et il y a aussi pas mal de patients avec des pathologies musculaires qui souffrent des mêmes pathologies que des diabétiques. Et il y a parfois donc des dysfonctions corporelles et finalement aussi des fortes limites au niveau de la santé qui en découlent. En 2013, il y a un paradoxe concernant le plan alimentaire. Il y a 7 milliards de personnes, il y a 1 milliard de personnes qui sont suralimentées chroniquement et 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées. Donc théoriquement, l'équilibre est là, même s'il est mal réparti. Depuis les 60 dernières années, il y a eu un changement de paradigme fondamental. Voilà, normalement, il y avait cette phrase qui était valable. L'exercice physique, c'est obligatoire. Le repas, c'est facultatif. L'alimentation, c'est facultatif. Mais depuis quelques années, ceci est renversé. Le mouvement, l'exercice physique, c'est facultatif, alors que l'alimentation est obligatoire. On mange quand on est frustré parce que le supérieur m'a fâché, mais vous mangez aussi plus lorsque vous avez acheté 3 robes pour le prix d'une seule robe dans les soldes parce que vous êtes tellement contente. Évidemment, pour vous récompenser. Évidemment, j'ai fait cette expérience aux États-Unis. Une fois que vous avez passé la naissance, c'est plus la peine de quitter l'appartement puisque vous avez un ordinateur et pouvez tout régler à distance. Voilà, même pour ces messieurs, deux acteurs allemands d'un film connu en Allemagne, leur composition est la suivante. Hydrates de carbone, 1 kg, minéraux, 3,4, graisse, 8,8, protéines, 10 aux 48 kilos. Évidemment, il faut constituer à chaque fois ces réserves. J'ai fait le calcul. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une alimentation normale d'un corps et sans être en surpoids? Là, il vous faut 7 tonnes d'hydrates de carbone, une demi-tonne de minéraux, 3 tonnes de graisse, 2,5 tonnes de protéines et 40 tonnes d'eau qu'il faut. Toutes ces quantités doivent traverser votre corps au fil de votre vie. Et si on rajoute les emballages, alors il y a 5 camions archi-combles pour nourrir chaque personne, pour nourrir quelqu'un normalement. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui consomment beaucoup plus de camions. C'est quand même impressionnant, ces chiffres. Venons-en à la vitesse. On a entendu parler du stress, n'ayez pas peur face à ce schéma, donc le stress métabolique, mais il y a aussi le stress émotionnel, le stress face au quotidien, et ceci a une influence sur notre métabolisme. Il y a une étude intéressante de 2007 qui montre, évidemment tous
subissent du stress. Et il y a donc le système sympathique qui est plus actif. Ça a une influence sur le tissu adipeux. Ça augmente la lipolyse. On sait tout cela. Mais le stress induit aussi que la corticostéroïde augmente, mais il y a un changement chimique. Et même dans le tissu adipeux, il y a les corticostéroïdes qui s'accumulent. Et ce corticostérone accumulé fait qu'il y a les neuropeptides Y qui sont renouvelés plus fortement. C'est l'hormone qui déclenche la faim dans le cerveau. Et donc, on forme des récepteurs supplémentaires dans le tissu adipeux suite au stress. Lorsqu'on mange en situation de stress, les récepteurs se multiplient et ça favorise donc la formation de graisse, indépendamment du nombre de calories que vous allez consommer. Donc, manger en situation de stress, il faut l'éviter à tout prix, mais c'est ce que tout le monde pratique aujourd'hui dans la vie quotidienne. On mange à côté en faisant autre chose. Et face à ces habitudes incontrôlées, on mange trop, sans cesse. Par rapport à la vitesse, qu'en est-il du débit maintenant, du rythme? Normalement, on a un système bien régulé qui nous... à court terme, si on est arrivé à satiété, il y a des signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs. Normalement, ce système de régulation fonctionne à merveille. Dans le monde animal, ça fonctionne à merveille, mais le côté sensoriel est très souvent en déroute chez nous. Si vous allez dans le cinéma, si j'y vais à Potsdam, là, tout le monde ingurgite des tonnes de pop-corn. C'est obligatoire si on va au cinéma. Et si vous regardez comment les gens mangent au cinéma, vous savez comment l'industrie parvient à faire consommer les gens en plus, même si on n'a pas faim. Évidemment, au début, on commence à manger avec 3 doigts, mais Brad Pitt arrive sur scène, alors on mange avec toute la main, avec tous les 5 doigts. Donc, il faut augmenter la dose en permanence parce que vous voulez avoir ce goût, cette expérience sur le plan du goût, et vous compensez le stress, non pas en vous bougeant comme il faudrait le faire, mais vous augmentez l'alimentation et vous n'écoutez plus ce signal de satiété. Ces signaux ne sont plus fortement marqués. Aujourd'hui, évidemment, le signal de faim est beaucoup plus fort. Et c'est pourquoi les produits pharmaceutiques développés pour réguler ce sentiment de satiété ne fonctionnent pas tellement parce que le corps trouve toujours une autre voie pour contourner ce signal. Qu'avons-nous fait? La recherche clinique regarde les paramètres sanguins. Évidemment, si on mange du glucose, après 2 heures, 2 heures et demie, le glucose sanguin baisse à nouveau pour atteindre un taux normal. La même chose serait pour les acides gras, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle? Ici, on a analysé 10 personnes jeunes que nous avons analysées dans 3 séries au printemps, en hiver, au printemps par la suite. C'était des personnes en santé qui avaient 500 calories de consommées. Et on a regardé sur le plan musculaire avec des sondes métaboliques. Ici, vous voyez le glucose qui augmente dans le muscle, qui baisse par la suite. Et les concentrations sont faibles, mais c'est lié à la méthode. Donc, il faudrait multiplier ces valeurs par 2. Et ici, vous voyez la production de lactate qui augmente de manière modérée de 50%. C'est le marqueur pour la glycolyse. Mais si vous regardez le pyruvat, là, vous voyez une augmentation considérable. Donc, la décomposition oxydative de glucose augmente énormément. Et pendant 4 heures après le repas, il n'y avait plus de modification. Le muscle se stabilise à ce niveau-là, essaye de gérer, de digérer cette nourriture. Il y aura peut-être même ce même niveau pendant 5 heures, voire 6 heures. Donc, de par votre expérience, vous savez qu'après 2 heures, normalement, c'est le prochain encas qu'il faut manger, de par votre propre expérience. Et évidemment,
en vous réveillant jusqu'à vous endormir. Nous sommes dans une situation permanente de stockage. Il n'y a plus, ou pendant le rythme circadien, on ne connaît plus de situation où on déstocke les graisses, etc. Si on parle de cytokines aujourd'hui et d'autres substances, il faut savoir que c'est une des raisons pourquoi ces troubles métaboliques augmentent tellement, parce qu'on ne cesse de stocker et on ne déstocke plus. Et dans le jeûne, il faut raviver ce cycle pour réapprendre à déstocker. Voilà, il faut quand même changer de débit. Maintenant, par rapport au rythme, les rythmes circadiens, donc l'éveil, le sommeil, voilà, les activités cardiovasculaires, fonctions endocriniennes, température corporelle, activité rénale, fonction gastro-intestinale, métabolisme du foie. À chaque fois, il y a un rythme circadien par rapport à toutes ces fonctions. Mais suite à des études épidémiologiques, nous savons qu'il y a pas mal de maladies cliniques ou événements cliniques qui dépendent aussi du rythme. L'infarctus du myocarde, œdème pulmonaire, crise hypertensive, asthme, rhinite allergique. Ça dépend aussi de certains rythmes, même si ce n'est pas toujours prévisible, mais pour certains rythmes, il y a une plus forte fréquence de ces événements. Et si ce rythme n'existe plus, si ce cycle circadien est troublé, ça entraîne un déséquilibre hormonal, certaines maladies, réduction de l'espérance de vie, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires, etc. Et il y a les gens du jet set qui ont leur deuxième résidence dans l'avion, ou pour ceux qui ont un travail posté. Notamment, on travaille avec les jeunes, beaucoup de jeunes qui transforment la nuit en jour et vice-versa, et qui font des Twitter jusqu'à 2 heures pendant la nuit, et ils s'endorment lors de nos analyses. Et lorsqu'on leur pose la question, alors ils expliquent qu'ils n'ont plus de rythme normal entre le jour et la nuit. Les rythmes circadiens sont régulés par un contrôle assez complexe, et nous essayons de comprendre ce système complexe. Il y a deux horloges. Il y a le nucleus superficius. Voilà, c'est un centre central, un système central qui régule l'activité, l'éveil, le sommeil, la tension artérielle et la température du corps. Mais dans chaque organe du corps, il y a une horloge propre qui crée ces rythmes et qui dépendent soit de l'horloge centrale ou qui peuvent travailler de manière autonome. Des analyses le prouvent. Si on n'a pas respecté le rythme circadien, si on vit dans l'obscurité totale, alors ces rythmes des organes prennent le contrôle. Le centre central est régulé par la lumière, alors que les centres périphériques sont régulés par l'alimentation. Et si on regarde de plus près, on constate qu'il y a toute une série de composants, de sous-acteurs que vous connaissez. Et là, il y a interaction complexe. Donc, c'est très, très complexe. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a 3 paramètres qui ont une interaction très importante. NADH, ou les équivalents, qui augmentent énormément après le repas, ou les équivalents d'oxydation lorsqu'on a faim. Et donc, là, les cellules reçoivent toujours une information sur l'apport énergétique. S'il n'y a plus d'énergie, il y a AEP qui augmente et on va activer une synase qui va fournir l'énergie nécessaire ou qui va activer ces processus énergétiques et qui va freiner les processus qui consomment de l'énergie. Il y a toute une série d'hormones sous le contrôle circadien. Vous les connaissez, les différentes hormones, leptine, ghrelin, alpinocétine, glucagon, etc. Dans la thérapie de l'obésité, puisqu'on renverse les cycles de jour et de nuit, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles compositions qui se créent dans le corps. Et ces hormones sont responsables aussi des maladies et des troubles métaboliques. Donc la suralimentation joue un rôle important
Mais il y a d'autres facteurs aussi, donc ces rythmes qui ne sont plus respectés, qui ne sont pas synchronisés et qui rendent malades. Comment est-ce qu'on peut analyser cela? L'influence de l'alimentation et l'influence des rythmes circadiens. Il n'y a pas encore de constat définitif, mais des études sont en cours. On passe par des expériences sur les animaux. Donc, on passe à un restricted feeding. On ne fait pas une restriction calorique, mais on répartit les moments d'alimentation différemment. Il y a aussi une restriction calorique où on réduit carrément la quantité de calories. Ensuite, le jeûne intermittent qui devient de plus en plus populaire. On mange une journée, le lendemain on jeûne et ainsi de suite. Et ceci change nos rythmes circadiens. Évidemment, ici, vous avez une horloge, un cryptochrome. Voilà, les noms sont assez bizarres parfois. Et vous voyez la ligne noire. Ça, c'est le rythme de 24 heures pour la sécrétion de cette hormone ou de ce facteur. Et si je passe à un restricted feeding, à une alimentation limitée pour les rats, qui est limitée pendant la nuit, rien ne change parce que l'activité principale des rats, c'est la nuit. Mais si je donne à manger pendant la journée, et ça arrive pour les travailleurs qui travaillent selon un système posté, là, vous voyez la cinétique qui change. Et nous ne connaissons pas encore les implications. Et ici, on a pris le jeûne intermittent. Là, vous avez le groupe témoin. Et si le lendemain, le repas est donné pendant la journée, voici cette courbe-là. Ça ressemble un peu à la courbe témoin, mais si on donne à manger pendant la nuit, voici, la sécrétion est complètement différente. Et voilà, ça devient plus complexe encore. Si on utilise des modèles d'animaux, là, on a le système génétique. De par leur génétique, ils mangent moins à tel ou tel moment. Et ici, les courbes correspondantes en rouge. Vous voyez le feeding contrôlé. Ici, vous voyez donc les paramètres qui changent. Les implications physiologiques ne sont pas encore claires. Il faut être prudent. Il ne faut pas faire l'erreur suivante. Donc, on a des résultats au niveau des cultures cellulaires et on ne peut pas les transposer tout de suite à l'homme parce qu'il y a les muscles, la tête, le système cognitif. Donc, il faut être prudent avec les synthèses ou les conclusions. Voilà, le restricted feeding concerne notamment nos horloges synchronisées qui sont resynchronisées. Ensuite, la restriction calorique et le jeûne intermittent et la restriction calorique permettent de resynchroniser tant les systèmes périphériques que le système central, l'horloge centrale. Qu'en est-il de la longévité? Aujourd'hui, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Permettez-moi de vous présenter une étude abordée aussi par M. Longo, car il faut signaler ce point. Matheson l'a publié en Nature et ça montre qu'une restriction calorique, tant pour les singes, voici les singes, ici, c'était des singes masculins et des singes féminins, et ça n'avait pas entraîné une plus grande longévité. Ça n'avait pas prolongé la vie. Mais si vous regardez les paramètres sanguins, les triglycérides, pour le glucose, le cholestérol, là, pour les femmes, rien ne change, ou pas grand-chose, et pour les hommes, c'est bizarre. À l'âge croissant, le cholestérol augmente et pour la restriction calorique, ça baisse plutôt. Donc là, il y a pas mal de débats qui ont été déclenchés parce qu'on a différemment interprété cela. Alors, à quoi bon avoir une restriction calorique si on parvient au même résultat avec un régime alimentaire spécifique? Mais il y avait aussi l'étude de Wisconsin, mais on avait mal regroupé ces deux études. Dans l'étude de Wisconsin, le groupe témoin avait aussi mangé la quantité calorique nécessaire, mais selon les recommandations d'aujourd'hui, donc alimentation équilibrée, peu de viande,
Et rien que cela avait déjà un effet. Alors que l'étude à Wisconsin, par contre, là, le groupe témoin avait un régime de mauvaise qualité et de ce fait, on pouvait dire que le groupe à restriction calorique présentait des meilleurs résultats. Il faut toujours bien connaître le contexte de chaque étude. Il faut vraiment regarder de près comment l'étude a été réalisée. Et voilà ce qui a été intéressant. Il n'avait pas une durée de vie plus longue, mais différence statistique significative, les singes soumis à une restriction calorique ne tombaient pas aussi souvent malades par rapport à des troubles métaboliques. On a parlé pas mal de calories et l'orateur précédent l'a dit. L'exercice physique, c'est très important aussi. Il ne faut pas seulement penser aux calories, mais aussi aux exercices. Voici quelques données, vous les connaissez déjà en partie. Que décompose le corps, finalement? Est-ce qu'il y a une déficience de protéines? Est-ce critique, oui ou non? C'est une étude que nous avons déjà publiée il y a quelques années déjà. Monsieur Steiniger, malheureusement, il n'est pas là, donc il avait joué un rôle important. Ici, vous voyez le poids. Perte de poids pendant 4 semaines de jeûne, c'est quand même considérable. Les piliers en blanc, c'est au repos, et en noir, avec exercice physique supplémentaire. Donc, pas seulement une randonnée, une promenade bien douce. Non, ils ont fait des randonnées en vélo de 80 km quand même. Donc, exercice important. Et ici, c'est la masse lipidique qui augmente avec les exercices, alors que le masse sans graisse baisse avec l'exercice physique. Regardons la perte pondérale, ceux qui étaient peu adipeux en bleu, et là, les patients obèses. Et pour les patients obèses, là, ils avaient perdu plus de poids. Et pour les femmes, par contre, là, il y a une perte pondérale beaucoup moindre. Et on retrouve à chaque fois ce même résultat. Ne soyez pas tristes, chères dames. C'est dû au fait que les femmes ont plus de tissu adipeux et la réduction du poids se fait toujours en fonction de la quantité du tissu adipeux. Évidemment, dans 1 kg de graisse, vous avez la double quantité de calories que dans des tissus non lipidiques. Et c'est pourquoi vous ne perdez pas autant, mais vous avez le même effet. Vous avez surtout prendre de la graisse face à de tels régimes. Voilà, perte de protéines par rapport au poids total. Là, il y a 80%, donc il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc, le corps essaye vraiment de faire l'épargne protéique à tout prix. Si on regarde cela pour les hommes, voilà, pour la perte protéique, qu'est-ce qui a été transformé en énergie? À la fin des différents types de jeûnes, ceci baisse considérablement. Et si vous faites des exercices physiques en plus, cette différence s'accentue encore. Donc, même si le corps bouge beaucoup, il fait l'épargne protéique. La même chose pour les femmes. Voici une courbe qui remonte à longtemps, et Elia l'avait déjà trouvé aussi. Plus la masse lipidique est importante au début, plus on peut jeûner longtemps. Voilà. Si vous regardez les chiffres ici, un homme, après un jeûne de 4 semaines, a perdu 1 kg de protéines. Pour les femmes, c'est seulement 50 grammes. Donc, la perte de protéines est toujours équivalent à la perte de la masse musculaire selon beaucoup de personnes, mais ce n'est pas exact. Donc, nous partons de l'idée que la décomposition protéique du corps se fait de manière très contrôlée, de manière très régulée. Andreas, on en a parlé. Donc, où est-ce qu'il faut commencer à faire les études? Les maladies rhumatiques sont typiques. On peut éliminer d'abord les anticorps.
pathogènes, mais c'est la même chose avec la décomposition de la graisse. Le corps regarde de près quelles sont les graisses dont je n'ai pas besoin, quels sont les acides gras essentiels dont j'ai besoin. Malgré la décomposition ou la perte musculaire, à la fin des 28 jours de jeûne, vous avez une augmentation de la force. Par contre, oui, je respecte mon ton. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de personnes en surpoids qui ont une insuffisance cardiaque. Et là, il y a un lien avec la résistance à l'insuline. Par le passé, on avait dit, voilà, le jeûne, c'est dangereux parce que la masse cardiaque va baisser. Non, aujourd'hui, on a une perspective plus différenciée. Si quelqu'un a un cœur agrandi, c'est pathologique. Et là, on préfère plutôt une réduction de taille. Et ici, vous voyez donc une perte de poids en corrélation avec une meilleure sensibilité à l'insuline. Et j'arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Le résumé de mon exposé. Voici, pour vous dresser une perspective d'avenir, j'ai parlé des rythmes. Nous sommes la seule institution qui dispose d'une salle métabolique. Voilà mon collègue lorsqu'il était jeune et aujourd'hui, c'est une salle moderne où vous pouvez regarder la télé, vous pouvez lire le journal, vous pouvez passer 24 heures pour mesurer les paramètres métaboliques. Donc ici, on va mesurer donc les jeûnes intermittents et d'autres régimes alimentaires pour mesurer exactement ce qui se passe au niveau du métabolisme. Et merci.